Bonjour à toutes et à tous, je vais vous proposer cette semaine, en lieu et place des heures de français que nous devions avoir et qui ne peuvent pas être assurées pour les causes que vous connaissez, quelques vidéos pour avancer dans le programme de français et notamment terminer l'étude des lettres persanes et surtout commencer l'introduction du recueil Alcool d'Apollinaire qui nous intéressera pour les 3 semaines qui suivront la reprise. Vendredi dernier, nous avions vu avec la lettre 45 des lettres persanes la dernière lecture analytique de notre étude de l'œuvre, lecture analytique sur laquelle vous pourrez passer à l'oral blanc de français. Nous avions vu la semaine dernière quelques éléments, déjà quelques pistes d'analyse que j'avais voulu compléter en vous distribuant le tableau rempli des analyses de texte, mais sur lequel j'aimerais revenir un petit peu durant ces 10 minutes de vidéo. La semaine dernière, on avait commencé à voir le début du texte, le début de la lettre 45, qui est un texte qui commence, donc on l'avait vu de manière assez brutale, par l'entrée, l'irruption du personnage de l'alchimiste dans le logis de Rica. On avait vu notamment qu'on avait affaire à un personnage qui était un personnage en désordre, aussi bien au niveau de ses amis qu'au niveau de sa mentalité, qu'il était à la fois modeste sur le plan de l'habillement, miséreux, pauvre, qui ne respectait pas les conventions de la civilité du XVIIIe siècle, mais qu'en même temps, il commençait déjà à présenter des signes de désordre intérieur. Puisque finalement le fait qu'on ait un personnage qui ne respecte ni l'habillement convenable, ni les modes de sociabilité du XVIIIe, rentrer en trombe chez Rica, tout cela signifiait qu'on avait un personnage d'alchimiste qui allait nous intéresser en ce qu'il était déjà un petit peu fou. Ce qui est intéressant à noter avec ce texte, avec la lettre 45 des lettres persanes, c'est que nous allons avoir, comme souvent chez Montesquieu, le portrait de ce qu'on appelle un caractère. On avait vu avec notre première lecture analytique, la lettre 30, dans laquelle Rica découvrait les Parisiens, notamment dans le jardin des Tuileries, dans la lettre 37, dans laquelle Usbek rentrait en confrontation avec la monarchie française et le personnage de Louis XIV. Nous avons à présent, dans la lettre 45, ce qui est très fréquent dans les lettres persanes, la description d'un caractère, au sens classique du terme. Un caractère, c'est au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, quelque chose qui, à la fois par un aspect extérieur, par la physionomie, par l'aspect physique, mais aussi par la mentalité, la psychologie, quelque chose qui fait un personnage particulier. Un caractère, par exemple, c'est un riche, un pauvre, un fou, un mendiant, etc. etc. Très souvent, dans les lettres persanes, chez Montesquieu, on va avoir, de la part de Rica, de la part d'Usbek, des présentations de caractères. On a par exemple le caractère de la vieille actrice, le caractère du jeune banquier, le caractère du ministre, le caractère du religieux. Ces successions de caractères, qui sont donc des sortes de portraits, bien souvent des portraits satiriques, font toute la coloration des lettres persanes. Dans la lettre 45, on a le caractère, un nouveau caractère, le caractère de l'alchimiste. C'est ce que je vous ai noté notamment sur le tableau d'analyse du texte que je vous ai distribué. On a ici affaire à un personnage qui est décrit physiquement. Il a, je vous l'avais dit, la perruque de travers, il a le pourpoint, c'est-à-dire la chemise qui n'est pas totalement refait, il est troué. Bref, il y a des caractéristiques physiques de ce personnage qui nous sont données dès les premiers paragraphes du texte. Et en même temps, on a également une psychologie qui va être petit à petit décrite par Rica vis-à-vis donc de cet alchimiste. Psychologie, physionomie, tout ça fait donc un caractère et peu à peu, on va voir qu'une impression de folie se dégage de ce personnage. On avait vu la semaine dernière que le début du texte était très vif. On a un personnage qui rentre
de manière très violente chez Rika, qui le réveille, on est au petit matin, et on a tout un tas de termes qui, dans le texte, nous montrent qu'on a affaire à un personnage qui est finalement un personnage assez violent. Par exemple, tous les adverbes nous l'indiquent, typiquement au début du texte. Hein. On a un personnage qui frappe rudement à la ligne 1, qui non pas ouvre la porte mais l'enfonce, qui fut soudain ouverte, ligne 2, etc., etc. On a donc des éléments qui montrent que cet homme qui vient d'entrer est surexcité, il est complètement fou. Ça, on l'avait vu la semaine dernière. Même les verbes d'ailleurs qui sont employés par Rika dans sa lettre témoignent de cette violence du personnage. La porte est donc enfoncée, il frappe rudement, etc., etc. Peu à peu, on a l'impression d'un personnage qui aurait perdu ses caractéristiques humaines. D'ailleurs, le terme est indiqué dans le texte, on dit qu'il est hors de lui-même. L'expression de la ligne 6, elle est intéressante parce que non seulement ça nous indique que le personnage est physiquement hors de lui-même, c'est-à-dire qu'il il ne respecte pas ce que je vous ai dit, les codes physiques, les codes de la civilité du XVIIIe siècle. Hein, sa perruque, elle est de travers, il est complètement hagard, mais en plus, on a un personnage qui est surexcité, qui n'est plus humain, qui ne respecte plus les codes du XVIIIe siècle. N'oublions pas que le XVIIIe siècle, comme le XVIIe siècle, marque l'importance de ces codes de la civilité, de la sociabilité dont je vous parle. Au XVIIe siècle et encore plus au XVIIIe siècle, l'idéal humain, c'est l'idéal de l'honnête homme. Et l'honnête homme, c'est bien celui qui, au contraire, n'est pas hors de lui-même. C'est celui qui respecte les conventions religieuses, sociales, morales, hein, qui sait se présenter chez quelqu'un, qui respecte les codes. D'ailleurs, il y a quelque chose d'assez intéressant avec ce portrait de l'alchimiste, et ça on l'avait vu déjà vendredi. C'est un personnage qui non seulement donc n'est pas un honnête homme, mais qui en plus est un personnage misérable. L'habillement est beaucoup plus que modeste, il n'a pas eu le temps de faire recoudre son pourpoint noir, il a renoncé aux sages précautions de l'habillement, etc., etc. Bref, il n'est pas maquillé, il n'est pas peigné, il fait peine à voir. Et vous verrez d'ailleurs le rapport qu'il y a entre ce portrait de l'alchimiste fou dans les lettres persanes et l'image que l'on a dans les 3 textes que je vous propose en devoir maison à me rendre pour le mardi 24 mars, sur les personnages misérables et sur les écrivains face à ces personnages misérables, chez Montaigne, chez La Bruyère et chez Louis-Sébastien Mercier. Les auteurs se sont toujours confrontés, avec leur regard éloigné, à cette image de la misère. Finalement, l'alchimiste, c'est un personnage qui est un personnage misérable. Il n'a pas d'argent. Et on va voir d'ailleurs tout le paradoxe que ça engendre, parce qu'avec l'emploi du champ lexical de l'argent, j'ai 1000 emplettes, j'ai loué un hôtel de 2000 écus, j'espère passer le contrat, j'ai donné la préférence, etc. Bref, on a énormément de ce lexique économique, de termes de la vente, de l'achat, mais en même temps, on nous dit qu'il est dans un état de délabrement. C'est ce que disait, je crois, Manon vendredi dernier, quand il s'agissait de décrire ce personnage. Il est délabré, hein, le délabrement, alors que c'est un terme qui normalement est associé plutôt à l'architecture, aux maisons, aux appartements. Eh bien, cet alchimiste, il est délabré. Il n'a plus rien. Il est pauvre, il est miséreux. Alors que, paradoxalement, il veut faire des achats continuels. C'est ce qu'on voit dans le discours qu'il tient à Rika lorsqu'il rentre chez lui, le discours qui est cité au discours direct. Hein. On entend le personnage de l'alchimiste parler avec toutes les envies d'achat qu'il souhaite faire. Donc finalement, c'est un personnage qui, déjà, dans cette irruption-là, nous fait un petit peu pitié. Il n'est pas présentable, il est grossier, il n'est donc pas un honnête homme, et en même temps, il est complètement miséreux. Miséreux et misérable.
Et c'est ce qui va donner à réfléchir à Rika, puisque vous savez maintenant que dans les lettres persanes, on a toujours, avec Rika et avec Usbek, des personnages qui réfléchissent à ce qu'ils entendent ou à ce qu'ils voient. Hein, ils s'arrêtent à un moment donné sur des personnages, sur des caractères face auxquels ils sont, et ils vont réfléchir. Ils vont réfléchir sur ces personnages. Je vous propose en deuxième partie d'analyse, hein, puisqu'on vient de voir l'irruption d'un personnage paradoxal, en deuxième partie d'analyse, je vous propose de découper le texte de la ligne 16 à la ligne 29. Et on va voir maintenant tout ce que souhaite acheter ce personnage, parce que c'est un homme qui est un acheteur compulsif, comme on le disait vendredi dernier, il souhaite dépenser énormément. On a par exemple tous les termes qui nous montrent ce qu'il souhaite acheter, un hôtel, une terre, un carrosse et tout son équipage, c'est-à-dire en fait les chevaux qui accompagnent le carrosse, et puis 100 000 francs de marchandises. Petit à petit, on a finalement l'impression que ces dépenses vont de plus en plus en s'accroissant, en grandissant, de sorte que Rika ne précise même plus ce qui est acheté par lui. 100 000 francs de marchandises, ça pourrait être un vêtement, un pourpoint, une perruque, un machin, un truc, on n'en sait rien finalement. Il achète tellement, il souhaite tellement dépenser qu'à la fin, on ne sait plus ce qu'il va vouloir acheter. Finalement, donc tous ces biens, même si on pourrait les catégoriser assez facilement, le carrosse, la terre, l'hôtel, ce sont des biens qui lui permettent d'accéder en fait à un statut social particulier, à l'aristocratie. Ce sont des biens et des ressources dont dispose traditionnellement l'aristocratie. L'aristocratie, elle a un hôtel particulier, elle a des terres, elle a tout son équipage, un carrosse, etc. Eh bien, notre alchimiste un peu fou, là, il souhaite appartenir à l'aristocratie. Voilà pourquoi il souhaite acheter tout ça. Mais tout ça, ça participe de dépenses qui sont considérables. Et là, j'aimerais juste revenir avec vous sur le terme de dépenses. Il va vouloir faire des dépenses économiques, ce personnage, mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que le terme de dépense vient lui-même d'un verbe latin, dispenso, qui en fait signifie dépenser au sens distribuer son énergie. Et là, on a précisément un personnage qui se dépense. Comme vous dites parfois en faisant du sport, je me dépense. Eh bien, on a un personnage qui se dépense dans tous les sens du terme. Économiquement, il veut acheter énormément de choses. Et puis physiquement, il bouge, il n'arrête pas de bouger. Un personnage qui est à droite, qui est à gauche, qui revient, qui se déplace, etc. D'ailleurs, on a une progression qui est très rapide dans l'ensemble du texte. Les circonstants, les compléments circonstanciels de temps sont très nombreux. Dès que je fus habillé, en moins d'une heure, promptement, quand j'examinais cet homme, enfin. Donc on a des énumérations de dépenses avec tous ces compléments circonstanciels de temps. Il fait ceci maintenant, il fait cela ensuite, il va acheter ce truc enfin, etc. etc. Tout ça égrène le texte de manière à ce qu'on ait un personnage qui ne fait finalement qu'acheter des choses. Et d'ailleurs, on le voit cela avec la tournure négative à sens positif qu'on avait commencé d'étudier la semaine dernière, vendredi dernier. Nous achetâmes non seulement un carrosse, mais encore pour 100 000 francs de marchandises. Il n'arrive pas à s'empêcher d'acheter de plus en plus de choses. Donc on a un paradoxe de ce personnage parce que il n'a pas de sous, c'est ce que le début du texte nous montrait, il est pauvre, il est misérable, et en même temps il ne peut pas s'empêcher d'acheter des éléments. Et c'est tout cela qui va faire réfléchir Rika. On a le champ lexical de la connaissance, du savoir. Je rêvais sur tout ceci, j'examinais cet homme, je trouvais en lui une complication, je ne savais que croire. Bref, Rika, comme Usbek toujours, se pose, s'arrête sur le personnage et réfléchit sur lui. Il réfléchit pour finalement en arriver à l'antithèse finale qui nous permet de saisir un peu ce personnage. On a avec le personnage de l'alchimiste une complication singulière de richesse et de pauvreté. Bon, c'est dramatique, la manière dont j'écris à la craie au tableau. J'espère que vous réussirez à me lire.
Donc on a un personnage qui est tiraillé entre ces antithèses. Il est à la fois physiquement misérable et en même temps il a un désir de dépense, de richesse, avec tout le vocabulaire, encore une fois, que je vous ai dit, de la dépense, et surtout toutes les monnaies qui sont indiquées dans le texte. Hein, on paye en écus, on paye en louis, on paye en francs, et puis pour des valeurs considérables. Hein, 100 000 francs de marchandises, c'est absolument énorme pour l'époque. Et donc, on va enfin peut-être avoir la réponse à notre question depuis le début du texte. Cet homme bizarre là, qui est pauvre et qui voudrait acheter tellement de choses, qui veut dépenser autant, d'où tire-t-il son argent? Est-ce qu'il en a, effectivement? Et c'est là où on va arriver dans le troisième mouvement du texte à partir de la ligne 29, c'est qu'on va enfin pouvoir accéder au logis de cet alchimiste, à son métier, et on va enfin pouvoir répondre à la question, pourra-t-il se payer tout ce qu'il veut se payer? Donc on va rentrer dans son lieu d'habitation à partir de la ligne 29, après que Rika lui a demandé qui est-ce qui paiera tout cela. Cet homme habite dans un lieu en hauteur. Je vous avais dit un vendredi dernier qu'on a un personnage qui ressemble finalement un peu au personnage des sorciers, avec tout leur... avec tout ce que cela... avec tout ce que cela mêle d'éléments qu'on connaît dans la littérature, dans le cinéma. Hein. Lui, il habite dans une tour. Ils vont devoir aller jusqu'au 5e étage d'un appartement et au 5e étage se guinder jusqu'au 6e. C'est-à-dire qu'on a un alchimiste qui reprend un peu tous les codes du magicien, du sorcier, tels qu'on les connaît. Il habite dans une tour, littéralement. Nous nous guindons à un 6e étage. Et puis, une fois qu'on arrive dans ce logis, une fois que Rika découvre le logis de cet homme, voilà ce qu'il va voir. C'est un cabinet ouvert aux 4 vents, dans lequel il n'y avait que 2 ou 3 douzaines de bassins de terre remplis de diverses liqueurs. On a ici une tournure restrictive, il n'y a que, et un vocabulaire qui est assez péjoratif. On a un cabinet qui est ouvert aux 4 vents. Donc on est bien dans un endroit qui, comme l'alchimiste, est un endroit pauvre, misérable, qui fait un peu pitié, quoi, littéralement. Ça ne permet pas de justifier les dépenses qui sont faites par cet alchimiste. Donc, finalement, on a cette description du lieu d'habitation de l'alchimiste de manière assez floue, assez incertaine. On a 2 ou 3 douzaines de bassins, on a diverses liqueurs. Rika arrive face à des choses qu'il ne connaît pas, qu'il ne comprend pas. La question qu'il se pose, c'est où est l'argent? Hein? Où est l'or avec lequel cet homme pourrait se payer tout ce qu'il veut se payer? Donc on a à nouveau un discours direct du personnage de l'alchimiste qui va nous montrer son aspect, encore une fois, complètement farfelu. J'ai fait d'abord ce que je fais depuis 25 ans, dit-il. Ça veut quand même dire que ça fait 25 ans que ce type-là, il se pose la même question. Il fait toujours la même chose. Qu'il répète ces mêmes actions depuis 25 ans. Et qu'est-ce qu'il fait depuis 25 ans? Eh bien, voilà la réponse. Qui est d'aller visiter mon œuvre. Alors, encore une fois, on a un terme générique très flou, aller visiter mon œuvre. On pourrait se demander ce que c'est que son œuvre, et on va le savoir tout de suite. Son œuvre, c'est en fait de créer des éléments chimiques incompréhensibles. Hein, il y a une liqueur vermeille, on nous parle d'une liqueur vermeille, et qui en fait, Rika nous précisait, un bassin rempli de terre, quoi. Donc encore une fois, on va avoir dans ce texte une antithèse profonde entre ce que voit Rika et ce qu'imagine notre alchimiste. Alchimiste qui va d'ailleurs faire référence à d'autres alchimistes connus. Hein. Il parle de Nicolas Flamel, de Raymond Lulle. Il est convaincu d'avoir trouvé leur secret. Mais encore une fois, ça reste très mystérieux cette histoire, on ne comprend pas bien. Ce n'est qu'à la fin du texte qu'on va comprendre qu'il aurait trouvé une formule secrète pour
la transmutation des métaux, c'est-à-dire transformer les métaux en or. Et l'or, finalement, on va retrouver le terme, hein, qui sont de vrais or par leur couleur, quoique imparfaits par leur épaisseur, dit l'alchimiste. Voilà ce qu'il aurait trouvé, une manière de transformer les métaux en or. Mais évidemment, on a encore deux visions qui s'opposent en antithèse entre d'un côté ce que voit le personnage, il parle de trésors, de liqueur vermeil. À l'origine, vermeil, ça désigne une matière précieuse, c'est un argent de couleur un peu dorée. Et ce que constate Rica dans son habitation, il n'y a rien d'autre sinon des bassins remplis de terre et des liqueurs, c'est-à-dire des liquides, de simples liquides qu'on n'arrive pas très bien à distinguer. Donc, on a enfin eu la réponse. Comment le personnage va se payer tout ce qu'il voudrait se payer? Eh bien, il ne va pas réussir. Parce que sa richesse, ce serait cette formule secrète d'alchimiste. Mais Rica a bien vu la réalité qu'il avait devant les yeux. Il n'y a pas d'or, il n'y a pas d'argent chez l'alchimiste. Cet alchimiste est en fait un homme complètement misérable, un pauvre et un fou. C'est un pauvre fou. Ce qui va d'ailleurs mener à la colère finale de Rica dans le texte. Rica va ainsi va ainsi dire qu'il était transporté de colère et il laisse cet homme si riche dans son hôpital. Cette formule termine le texte et renvoie à nouveau à ce qui était au cœur de ce texte, c'est-à-dire l'antithèse entre d'un côté la prétendue richesse de l'alchimiste, hein, on a le terme, on a l'adjectif, cet homme si riche, et en même temps sa folie complète. Hein, je le laisse dans son hôpital. L'hôpital désignant au XVIIIe siècle le lieu où l'on mettait évidemment non seulement les blessés physiques, mais aussi en fait les malades mentaux. Donc on a en réalité qu'un personnage qui est un personnage misérable, fou, et qui se ment à lui-même. Donc on a dans ce texte le portrait paradoxal d'un savant qui est misérable. On a un texte qui exagère énormément sur ce personnage, qui bouge, qui se déplace, etc., qui exagère et qui montre aussi, par l'emploi fréquent d'antithèse, que ce personnage est un peu bloqué entre ce qu'il imagine être la réalité et ce qu'est la réalité, c'est-à-dire ce que Rica va voir dans son appartement. Et donc on a un texte qui finalement a une visée comique, satirique assez évidente, parce que là Rica vient de découvrir un nouveau caractère. Non seulement il a découvert le caractère de l'alchimiste, mais en plus il a découvert le caractère d'un nouveau type de caractère européen, le personnage du fou. Et ce personnage du fou, qui a des prétentions scientifiques, qui a des prétentions alchimistes, est un personnage comique pour le lecteur. Il emmène Rica, dans la lettre 45, à travers Paris, à travers des désirs de dépense qu'il ne peut pas combler, parce que, donc, en plus d'être fou, le personnage est un homme misérable. Voilà pourquoi cette lettre, elle est importante. Voilà pourquoi cette lettre 45, elle est importante. Certes, Rica a été au contact d'une société parisienne très aisée, qui va au spectacle, qui va se montrer au Jardin des Tuileries, très élégante, etc. Mais Rica, il est aussi en contact avec une population un peu plus discrète, finalement, un peu plus cachée. Les vieilles actrices qui ne rencontrent plus le succès, les vieilles femmes, les vieux hommes dans certains bals, et puis les fous, les misérables. Dans les lettres persanes, Montesquieu fait une coupe franche, c'est-à-dire qu'il prend la société française, et plus particulièrement la société parisienne, dans tous les aspects qu'elle peut avoir. Ça peut aller donc de personnages très élégants, très en vue à l'époque, en 1721, c'est-à-dire en fait les courtisans, les hommes politiques, les religieux à la mode, mais aussi, à l'inverse de ce spectre social et politique, les miséreux, les pauvres, les fous.
Et finalement, Ricard, entre la lettre 30 où il découvrait les Parisiens au jardin des Tuileries et la lettre 45 où il découvre un homme fou qui vient le chercher chez lui dans son lit, il a fait un peu le tour de l'ensemble de la société parisienne telle qu'elle existe en 1715, hein, à l'époque où l'on prend les personnages de Ricard et d'Usbek. On a à la fois des hommes de bien, des hommes très riches, mais aussi des miséreux. Voilà pour cette lecture analytique de la lettre 45 des lettres persanes. J'ai repris les éléments du tableau que je vous avais distribué vendredi dernier pour les lire avec vous et vous les expliquer un petit peu. Vous retrouverez demain une vidéo de présentation de notre prochaine œuvre intégrale que nous allons étudier. C'est le recueil Alcool de Guillaume Apollinaire. Ce sera une vidéo qui présentera un petit peu les contextes d'écriture d'Alcool d'Apollinaire et notamment les grandes thématiques, les thématiques centrales du recueil. Par ailleurs, n'oubliez pas le sujet de DM que je vous ai donné dans les 3 textes d'argumentation que je vous propose. Je vous demande d'en sélectionner un des 3, sachant que le premier est le plus difficile, le deuxième est d'une difficulté moyenne et le troisième est plus facile. Vous en sélectionnez un des 3 et vous présentez un commentaire linéaire, c'est-à-dire comme celui qui vous serait demandé le jour de l'oral, qui réponde obligatoirement à la problématique « Quelle image de la misère est proposée par l'auteur dans son texte ?» N'hésitez pas, si vous avez des questions cette semaine et la semaine prochaine, à m'écrire pour quoi que ce soit. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne fin de journée et bon courage pour les révisions. À demain.